Aujourd'hui, nous sommes ici à l'ONU, à New York. Nous nous sommes donné le plaisir de venir rencontrer les diplomates de la RDC, de la commission permanente, avoir un peu d'informations pour les Congolais qui, dans la plupart des cas, ils ne savent pas le rôle de cette commission, de cette mission permanente auprès des Nations Unies. Nous voulons discuter avec un des conseillers, conseiller ministre Maître Mukongo. Il va essayer de nous expliquer exactement qu'est-ce qu'ils font ici. Puis que la diplomatie agissante qu'ils ont utilisée a fait taire les armes. Aujourd'hui au Congo, il semble être un peu calme. Fini le M23. Qu'est-ce qui s'était fait pour que le M23 se taise? Suivez Maître Mukongo. Nous sommes à la quête des informations, de vous informer sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, votre télévision est descendue à la mission permanente de la RDC auprès des Nations Unies pour rencontrer un des conseillers qui va se présenter. Bonjour, messieurs. Bonjour. Alors, je vous appelle Maître, c'est ça votre... Oui, c'est Maître Zenon Mukongo. Je suis un ancien avocat du barreau de Lubumbashi et pour le moment, je presse ici en qualité de ministre conseiller à la mission permanente de la République démocratique du Congo auprès des Nations Unies et conseiller juridique. Ok. Alors, ministre et conseiller, donc vous avez la même fonction que les ministres qui sont au pays? Non, pas du tout. C'est différent. En fait, c'est un grade diplomatique. Ministre conseiller veut tout simplement dire si on peut comparer ça à la hiérarchie de l'administration au pays, c'est un directeur. Ok. Oui, donc dans la diplomatie. Directeur de bureau ou bien bureau de cabinet, Non, pas directeur de cabinet, mais directeur dans l'administration. Dans l'administration publique. Voilà. Ok. Et dans la diplomatie, on n'appelle pas directeur, on appelle ministre conseiller. Ok, voilà. C'est quand même... si je vous ai demandé de parler aux Congolais aujourd'hui, c'est pour éclairer un peu, parce que les gens savent qu'il y a un bureau, il y a une mission permanente ici auprès des Nations Unies, mais les gens ne savent pas exactement qu'est-ce que c'est. Est-ce que vous pouvez élaborer un tout petit peu quel est le rôle de cette mission auprès des Nations Unies et aussi quand est-ce qu'elle a été instituée ici à New York? Bon, une mission permanente auprès des Nations Unies, c'est presque une ambassade. Nous avons des ambassades qui sont les représentations des États auprès des autres États, mais la mission permanente est une représentation d'un État auprès d'une organisation internationale. Okay. En l'espèce, en l'occurrence, l'Organisation des Nations Unies. Alors, la mission permanente de la République démocratique du Congo existe depuis des années. Depuis pratiquement l'accession de notre pays à l'indépendance. Hein. Okay. Oui, il y a eu des ambassadeurs qui se sont succédés. L'histoire retiendra que le premier ambassadeur que nous avons eu ici à la mission permanente, c'était le feu Thomas Kanza. Okay, oui. Le feu Thomas Kanza. Qui était candidat avec Tshisekedi. Voilà, qui était du côté Lumumba à l'époque. Oui. Mais aussi il y a... À la conférence nationale, il s'est opposé à M. Tshisekedi. Exactement, exactement. Donc c'est lui, Thomas Kanza, qui fut le tout premier ambassadeur de la République démocratique du Congo ici. Mais aussi, lorsque vous suivez très bien l'histoire, vous entendrez dire qu'il y avait deux ailes. Il y avait l'aile Lumumba à l'époque et puis l'aile Kasavubu, qui était représentée par le Sembe. Ils étaient tous dans ce bureau? Bon, disons qu'à tour de rôle, ils se sont retrouvés ici, l'un pour Lumumba, l'autre pour Kasavubu, et puis un autre qui était envoyé à Washington, et ainsi de suite. Donc voilà. Ok. Alors, c'est un peu clair. Dites-nous exactement quel est le rôle que vous jouez en termes de matière diplomatique auprès des Nations Unies. Qu'est-ce que vous faites exactement? Oui, en fait, la diplomatie veut dire tout simplement que un État est représenté dans un autre État. C'est ça. Par exemple, lorsque nous voulons avoir les informations de ce qui se passe, par exemple, dans un pays comme la Belgique, c'est notre ambassade qui livre toutes ces informations-là à notre État, à notre gouvernement. Alors, lorsqu'il s'agit d'une organisation des Nations Unies comme, plutôt d'une organisation internationale comme les Nations Unies, c'est l'État qui est représenté auprès de cette organisation
ou la représentation de l'État auprès de cette organisation qui livre les informations à l'État. En fait, nous faisons le relais entre les Nations Unies et la République démocratique du Congo, et puis vice-versa. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, les Nations Unies veulent avoir ou communiquer ou transmettre des informations, transmettre des documents, développer un faisceau de communication, de débats, de discussions avec la République démocratique du Congo, ils le font avec nous et nous répercutons cela au niveau du pays, au niveau de la capitale. Okay. C'est la même chose aussi lorsque Kinshasa veut communiquer, veut entrer en contact, veut relayer avec les Nations Unies, il passe généralement par nous et c'est nous qui communiquons les informations au niveau du secrétariat des Nations Unies. Mais aussi, nous jouons une sorte de plaque tournante entre les Nations Unies et notre pays, et aussi entre notre pays et les Nations Unies, et en même temps entre notre pays et les Nations Unies, ainsi que tous les États du monde. Parce que aux Nations Unies, tous les États du monde sont représentés. Tout à fait. Ce qui fait que, lorsque par exemple, notre pays veut entrer en contact avec un État X, s'ils n'ont pas les coordonnées de cet État-là, au niveau du pays, ils s'adressent à nous, et c'est nous qui entrons en contact avec cet État directement ici, parce que nous traitons directement avec tous les États du monde en même temps, et sur une base journalière. Ok. Donc, ça veut dire que vous avez des réunions permanentes Exactement, parce qu'en fait, c'est une organisation des Nations Unies. Oui. L'organisation des Nations Unies fonctionne avec beaucoup d'organes. Par exemple, au sein des Nations Unies, même vous avez le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale, le Conseil de tutelle, le Conseil économique et social, le Secrétariat des Nations Unies. Toutes ces organisations-là, ou tous ce qu'on appelle organes des Nations Unies, vous avez aussi la Cour internationale de justice qui est située à La Haye. Donc tous ces organes des Nations Unies tiennent des réunions au quotidien. Et les États du monde doivent les suivre. En dehors de ces organes, vous avez les commissions des Nations Unies. Donc les Nations Unies fonctionnent avec des commissions, il y en a 6 au total. Donc vous avez une commission qui s'occupe de la sécurité et de la paix, qu'on appelle ici aux Nations Unies la première commission, et là-dedans siègent des experts en matière, par exemple, de sécurité. Vous avez des policiers. Lorsque nous parlons des opérations de maintien de la paix, les discussions sur les opérations de maintien de la paix se tiennent dans cette commission-là, qu'on appelle la première commission. Vous avez la deuxième commission, qui est une commission économique et financière. Cette deuxième commission s'occupe des questions justement des finances et des questions à caractère économique. Et là aussi, chaque État envoie ses experts qui siègent au sein de cette commission-là. Vous avez une troisième commission qui s'occupe des affaires sociales et des affaires humanitaires. Et également, il y a des experts. Par exemple, lorsqu'il y a un rapport des Nations Unies qui sort sur les violations des droits de l'homme, c'est traité dans cette commission, la troisième commission. Et vous avez une quatrième commission qu'on appelle la commission politique et de décolonisation. Cette commission-là s'occupe des sous-tutelles, par exemple, qui pratiquement actuellement n'existent pas, à quelques exceptions près. Et il y a la cinquième commission qui, elle, est une commission administrative et budgétaire, donc qui élabore les budgets des Nations Unies, les budgets de toutes les opérations de maintien de la paix. Et vous avez, là aussi, vous avez des experts que les pays envoient qui doivent siéger dedans. Et vous avez la sixième commission qui est une commission juridique. C'est dans cette commission-là que je siège personnellement. Et toutes les matières à caractère juridique qui sont discutées au niveau international, les traités internationaux, les droits internationaux, toutes ces questions-là se traitent dans la sixième commission. Et chaque pays a des experts qu'il envoie dans toutes ces commissions-là qui siègent sur toute l'année pratiquement. Ok, alors vous voulez confirmer que vous avez au moins 6 experts dans ce bureau qui siègent dans ces commissions? Malheureusement, pour la République démocratique du Congo, nous n'avons pas 6 experts qui siègent dans ce bureau-là. Oui. La mission permanente a un effectif à part l'ambassadeur, de 3 diplomates, plus l'ambassadeur, mais qui doivent couvrir toutes ces commissions que je viens de citer là. Et vous êtes payé doublement alors?
Non, nous sommes payés normalement. Normalement, ok. Normalement. C'est ça. Donc nous couvrons nous faisons un effort pour couvrir toutes ces commissions-là. Mais normalement, une mission permanente doit fonctionner au moins avec 10 diplomates, ici aux Nations Unies. Non, ça, si on veut tout, parce que là je vous ai cité les commissions, oui. Je ne vous ai pas parlé du Conseil de sécurité, c'est ça. Je ne vous ai pas parlé de la plénière de l'Assemblée générale, oui. Je m'occupe personnellement du Conseil de sécurité, oui. Donc toutes les questions liées au Conseil de sécurité relèvent de ma compétence. Donc vous allez nous parler un peu plus sur le contentieux Rwanda, oui. Congo. Là vous étiez là, nous avons vu dans oui, c'est mon dossier en réalité. C'est ça. Mais on va parler un tout petit peu, pas en détail. Oui. Là, je pense que pour le nombre de diplomates, nous attendons le ministre. Oui, au moins une dizaine. Oui. Le ministre vient. Le ministre va venir. Nous allons le chercher. Oui. Nous allons le chercher pour qu'il parle pour pourquoi cette carence, et pourtant il y a beaucoup de Congolais qui ont des compétences. Et il y a beaucoup de matière ici aux Nations Unies. Oui, alors là on vous surcharge. Énormément de matière. C'est ça. Ok, alors, Maître Mukongo, nous évoluons un tout petit peu. Donc, nous sommes très contents de cet éclaircissement. Nous sentons que cette mission est très importante et que surtout notre pays qui se recherche doit avoir, en principe, beaucoup de gens ici pour alléger un peu la tâche et surtout traiter la matière qui nous fait freiner, parce que c'est une guerre jusque-là. Alors, dites-nous un tout petit peu quelle est la différence de votre mission permanente et de l'ambassade de la RDC à Washington. Est-ce que vous jouez le même rôle ou bien il y a une différence? Bon, disons qu'il y a une différence, mais à un certain niveau aussi les matières se recoupent. Hein. Oui. La différence, c'est que l'ambassade à Washington est basée à Washington et c'est une ambassade, c'est une représentation du pays auprès des États-Unis. Auprès du gouvernement des Nations Unies. Voilà. Non, et des États-Unis. Des États-Unis. Oui, c'est ça. Auprès des États-Unis. Oui. Et nous sommes plutôt une représentation du pays auprès de l'Organisation des Nations Unies. La seule raison pour laquelle nous sommes ici, c'est tout simplement parce que l'Organisation des Nations Unies a son siège à New York. C'est ça. Ok, maintenant je voudrais aller dans la spécificité. Les Congolais vivant aux États-Unis, communication entre cette représentation permanente et les Congolais vivant aux États-Unis en général, et les Congolais qui vivent à New York et aux environs en particulier. Bon, il faut dire que, d'abord, comme je l'ai dit, la compétence de la mission permanente, je vous l'ai définie, c'est par rapport aux objectifs des Nations Unies. C'est ça. Donc, comme je l'ai dit, les Nations Unies fonctionnent avec des commissions dont les diplomates auprès de la mission permanente s'occupent essentiellement de cela. Et, mais dans des pays nantis, vous allez voir que à côté de la mission permanente, il y a un consulat. C'est ça. Voilà. Tout à fait. Nous n'avons pas de consulat. Oui. Alors, nous faisons aussi des tâches qui sont dévolues au consulat normalement. Ça. Comme on n'a pas de consulat à New York, nous nous occupons de certaines tâches qui normalement reviennent à Washington. C'est ça. Mais nous, étant donné que nous sommes présents ici, nous ne pouvons pas laisser les Congolais, toutes les fois qu'ils ont des difficultés, se rendre à Washington. Parfois, ce n'est pas facile. Donc, il y a certaines tâches, c'est aussi coûteux. Il y a certaines tâches, par exemple, pour la livraison de passeports, nous faisons la capture ici. Le pays nous a donné les moyens de pouvoir faire la capture ici. Nous avons la compétence aussi de délivrer des visas aux gens qui se rendent chez nous au pays. Et aussi d'assister les Congolais dans un certain nombre de documents. Par exemple, les birth certificates, ainsi de suite. Nous intervenons aussi auprès du pays hôte pour ce qui concerne des problèmes que les Congolais rencontrent ici, dans le pays hôte. Par exemple, toutes les fois qu'un Congolais est arrêté, s'il est dans le rayon de New York, nous sommes contactés, nous sommes informés et il y a des actions que nous menons. dont je ne veux pas décrire ici, mais il y a des actions que nous menons souvent avec le pays hôte pour ce qui concerne la sécurité et les difficultés éventuelles que les Congolais peuvent rencontrer sur place. Oui, là, il faut reconnaître, nous avons connu certaines personnes qui ont reconnu vraiment la valeur de ce bureau en termes de facilitation de voyage, qui perdent par exemple les parents au pays, vous les aidez, comment aller facilement en ce qui concerne le papier. Donc ça, il faut le reconnaître que c'est vraiment un point très positif. Alors,
Maître, vous avez dit, vous siégez au sein de la commission, ou bien, oui, commission juridique et surtout au département de Conseil de sécurité. Alors là, nous avons vécu un théâtre entre le Congo et le Rwanda. Et quand l'ambassadeur a intervenu d'une manière choc, et nous avons vu que maintenant le Rwanda semble être à sa place. Quel était le vrai problème? Puisqu'on a vu beaucoup des réunions, et subitement, plus de réunions au Conseil de sécurité. Est-ce qu'on peut dire que vous avez gagné la bataille ou quoi? Non, c'est pas qu'on a gagné la bataille, mais il faut dire qu'il y a une donne qui a changé dans notre diplomatie aussi. En fait, ce que vous avez vu, c'est ce que nous faisons tous les jours. C'est ça. Oui, les gens ont l'impression que quelque chose est né brusquement, mais non. C'est le travail que nous faisons tous les jours, mais seulement, c'est un travail qui n'est pas connu du public. C'est ça. Ouais. Le public ne le connaît pas pour la pure et simple raison que parfois les images ne circulent pas. Oui. Et nous avions lancé, pour les deux cas d'incident, nous avons pris les images ici et nous avons lancé ça et les gens ont pris connaissance. Ces genres de batailles-là, on les a très souvent avec le Rwanda. C'est ça. On les a très souvent avec d'autres pays comme l'Ouganda, Burundi. Le Burundi de manière vraiment moindre. Hein. C'est ça. Ouais. Mais c'est des batailles que nous avons. Toutes les fois que vous entendez parler de la guerre à l'est du pays, mais la guerre se déroule là-bas sur le terrain. Oui. Mais nous la menons ici. Face à face avec nos diplomates. Oui, là-bas, ce sont des bombes qui tombent, mais ici, c'est ce sont des cerveaux qui se battent. Et c'est chaque jour que nous avons ce genre de débat. Bon, malheureusement, c'est des débats que les gens ne connaissent pas, parce que, comme je vous l'ai dit, nous fonctionnons avec des commissions. Même dans ces commissions-là, vous avez ce genre de débat-là. C'est ça. Même dans la commission juridique dont je vous parle, on a ce genre de débat. Vous avez ce genre de débat au Conseil de sécurité. C'est à l'Assemblée générale, peut-être que nous n'avons pas ce genre d'échange assez rude, mais en tout cas au Conseil de sécurité, c'est très fréquent. Alors dites-nous ce silence, puisque le Rwanda semble être remis à sa place, ils ne sont plus très arrogants comme avant, depuis qu'on vous leur avez dit combien nous les avons formés, c'est comme leur ministre des Affaires étrangères, il a étudié chez nous. Elle semble parler beaucoup plus anglais que le français, pourtant elle était étudiante à Kinshasa. Oui, non, c'est-à-dire que, comme j'ai dit, il y a une certaine donne qui a changé. Oui. C'est-à-dire que depuis un certain temps, nous sommes écoutés. C'est ça. Oui, nous sommes écoutés par rapport à ce que c'était avant, où on écoutait un seul son de cloche. C'est ça. Ce que nous disions passait très difficilement, mais depuis un certain temps, les choses sont en train de changer. Nous sommes de plus en plus écoutés. Alors, qu'est-ce qui a fait que cette donne puisse changer? Il faut dire qu'il y a beaucoup de facteurs qui ont contribué à ça. Oui. Nous pensons que la stratégie que le Rwanda a utilisée depuis longtemps s'est épuisée. Oui, le génocide qui a été le fonds de commerce habituel. C'est ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un temps, les gens se sentent un peu fatigués d'écouter les mêmes choses. Alors que les réalités sur le terrain sont différentes. C'est ça. Alors vous avez commencé à voir dans la façon de faire que le groupe d'experts des Nations Unies a commencé à révéler des choses que les gens avant n'osaient pas dire tout haut. Donc depuis un certain temps, de plus en plus, ce groupe d'experts a mis sur la table des choses qui étaient gardées secrètes. Et donc, finalement, ce qui était considéré comme un tabou a été révélé au grand jour et la vérité a fini par triompher. Ouais. Il faut dire que c'est la vérité, c'est le triomphe de la vérité en fait. Ça semblait être un peu modeste. Modeste en ce sens que si vous n'étiez pas là, donc ces gens ne pouvaient pas reconnaître ce que vous disiez, puisqu'ils envoyaient des experts sur le terrain, ils venaient avec des rapports, mais malgré tout ça, ils soutenaient toujours le Rwanda. Donc aujourd'hui, peut-on dire que vous avez utilisé une forte diplomatie, telle que maintenant les gens ont tenu à vous comprendre et à chercher à dire la vérité, ou bien vous voulez dire que c'est eux-mêmes, avec leur mission sur place au pays, qui sont... Non, c'est-à-dire que ma modestie est due au fait que nous ne voulons pas révéler au grand jour
des stratégies qui ont été menées sous coulisses. Parce que nous sommes, en tant que diplomate. Nous sommes à la télé, nous avons en tant que diplomate ce qu'on appelle le devoir de réserve. C'est ça. Il y a des choses que je ne saurais pas dire ici, mais il y a des choses qui se sont faites. Alors, dites quand même aux Congolais. Au point diplomatique, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Oui, avec un peu de diplomatie, mais dites aux Congolais un peu, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le Congo est écouté? Donc, juste un élément peut-être. La force de la diplomatie congolaise. Donc, vous avez utilisé la diplomatie de proximité. Bon, disons que vous dites de proximité, mais il faut dire qu'il y a une certaine puissance qui a été déployée dans notre diplomatie, oui, et une stratégie qui a fait que les choses ont basculé. Et vous jouez le rôle du consulat et un peu le rôle de l'ambassade. Il y a des Congolais qui se réunissent ici, ici à New York et dans les environs, à Connecticut et à New Jersey, mais on constate l'absence croissante de la représentation. Qu'est-ce qu'il y a à mettre? Bon, l'absence est due au fait que, là je vais être un peu direct, hein, je vais enlever les gants des diplomates, parce que là je m'adresse aux frères et sœurs congolais. Disons que cette absence, qui est regrettable du reste, hein, est due au fait qu'un fossé s'est créé entre ceux qui travaillent pour le pays, je veux dire ceux qui travaillent officiellement pour le pays, et la communauté de manière générale. Oui. Là, je vais dire que le phénomène combattant a renforcé ce fossé-là. Si bien que, finalement, nous travaillons comme si on était dans des camps bien différents. Ouais. Et pourtant, nous travaillons pour la même cause. Donc, c'est un peu cela qui a fait qu'un fossé s'est creusé. Mais je crois que le temps a fait son travail. Oui. Nous sommes arrivés à une époque où les uns et les autres, on a compris que nous travaillons tous pour la même cause. Nous travaillons tous pour le Congo. Oui. Même si de temps en temps, il y a des gens qui disent « Ah non, voilà, ces gens-là, ce sont des collabos, et ainsi de suite. Vous venez toujours ici, on se rencontre, vous savez que nous travaillons pour le pays. » En quoi est-ce qu'on peut être considéré comme collabo et par rapport à quoi? Collabo avec qui? Oui, voilà. C'est ça. Quand je dis ça, c'est puisqu'il y a eu des événements de Congolais récemment. Il y a eu les Congolais qui ont fêté la fête d'indépendance à Connecticut. On a vu le maire de la ville, qui est un Américain, qui s'était présenté là-bas, et on n'a pas constaté un officiel de la RDC. Donc c'est une question qui m'avait été posée. J'ai dit non. J'aurai l'occasion de passer à l'ambassade et je vais poser la question qui est des droits. Alors, puisque pour le moment, il faut le dire, il y a les histoires qui changent et le temps a fait que même la force n'est plus utilisée comme avant. Est-ce que vous pouvez dire aux Congolais, s'ils ont des occasions, ils peuvent vous intéresser, vous pouvez répondre avec l'ambassade? Non, mais avec plaisir, avec plaisir. Écoutez, si nous on est Congolais, s'il y a des manifestations congolaises, pourquoi on ne s'y rendrait pas? Alors que nous faisons honneur à notre pays, c'est sur tous les terrains pratiquement. S'il y a des manifestations, qu'on nous invite. Mais si c'est pour aller nous motakaliser, à ce moment-là, vous comprenez que les gens vont dire non, ça ne sert à rien. Vous êtes aux États-Unis, vous savez que la motakalisation, aux États-Unis, ça ne se fait pas. Non, ça ne se fait pas, oui, évidemment. Non, enfin, sinon, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des gens qui disent qu'il y a certaines manifestations, certains événements où on veut vous voir. Donc, c'est tout à fait normal, parce que nous le voyons, dans d'autres pays. C'est ça. Moindre manifestation, vous voyez l'ambiance qui existe entre la communauté et leurs représentants, mais chez nous, ça n'existe plus. C'est déplorable. Nous croyons que, en tout cas, le temps a fait son temps, il faut qu'on revienne aux bonnes habitudes. Puis ce qui est un peu ridicule à un certain niveau, donc on dit vous êtes des collabos, et pourtant vous êtes allés dans les mêmes universités, vous avez étudié, vous avez vécu ensemble, et subitement, puisque vous travaillez pour le PS, faudra-t-il... Comme si tout le monde devait cesser de travailler pour le pays et devenir combattant. Oui, c'est ça. Mais alors, ça serait un non-sens. C'est ça, c'est ça. Donc nous sommes allés dans des universités pour ne pas travailler pour le pays. C'est ça malheureusement, parce que nous avons constaté que l'élite a abandonné son rôle, puisque un pays
qu'il y a des élites qui ne s'occupent pas de leur pays, c'est un problème. C'est un problème. Oui, c'est ça. Alors, Maître, nous tendons vers la fin, puisque nous savons que vous avez une journée très chargée et vous sentez être fatigué. Tout à fait. Alors, parlons un peu de la 69e Assemblée Générale qui commence pratiquement la semaine prochaine. Ouais. Et alors, à quoi peut s'attendre les Congolais? Si vous avez un peu l'idée, qu'est-ce que ça va représenter au juste? Bon, dans tous les cas, la 69e session ordinaire de l'Assemblée Générale va ouvrir ses portes le 16 C'est ça, de ce mois, le lundi prochain donc. Et le débat général à l'Assemblée Générale va commencer disons le 24. Le 24. Mais le 22, il y a des réunions de haut niveau qui vont se tenir, et notamment la réunion d'évaluation de l'accord cadre de Addis Abeba. Addis Abeba. Ouais. Donc ça fait couler d'encre au Congo. Il y a le week-end ici, il y aura une marche de l'opposition. Dites-nous un tout petit peu, Maître, qu'est-ce que cet accord cadre dit? Est-ce que... Non, mais l'accord cadre, c'est celui qui a imposé un certain nombre d'obligations à la RDC et aux pays de la région pour mettre fin à cette guerre qu'on a connue, surtout la guerre du M23. L'accord cadre demande à la République démocratique du Congo de mettre sur pied un mécanisme qui a été mis d'ailleurs, un mécanisme de suivi au niveau national. Ce mécanisme est en train de fonctionner parce qu'on nous a demandé au niveau national d'entreprendre un certain nombre de démarches, notamment le processus DDR. Ce processus DDR est très important dans le désarmement, la démobilisation des groupes armés. Oui, oui. Et puis on nous demande nous aussi de mettre sur pied une force qui va remplacer la brigade d'intervention de la MONUSCO. Parce que cette brigade d'intervention de la MONUSCO sera obligée de partir, et on est en train de nous demander de mettre une force de manière à ce que, une fois cette brigade partie, que cette force-là puisse prendre une force nationale, qu'elle puisse prendre la place de cette brigade d'intervention de la MONUSCO. Donc ça, c'est au niveau interne. Au niveau de la région, il y a des obligations qui ont été imposées à différents pays de la région pour que l'on puisse faire en sorte que le genre d'attitude qu'on a eu ne puisse plus se répéter. On a demandé aux pays de la région de ne pas intervenir dans les affaires internes des autres États et de ne pas constituer une menace contre la sécurité des autres États. Donc les autres États sont obligés de respecter l'intégrité territoriale. Nous devons nous respecter mutuellement. Ce sont des obligations que cet accord cadre a imposées aux autres pays de la région. Mais par rapport à la relation interne, donc gouvernement et opposition? Gouvernement et opposition, bon, là, ce qu'il y a, c'est que, bon, vous vous souviendrez qu'il a été demandé que l'on puisse harmoniser les choses de manière à mettre les gens ensemble. Il y a eu les concertations nationales qui ont eu lieu l'année dernière. Et qui a été boycotté par une frange de l'opposition, mais il y avait une bonne partie de l'opposition. Moi-même, j'ai été aux concertations nationales, j'ai vu les opposants. Mais un gouvernement devait sortir à l'issue de ces concertations nationales. C'est bientôt une année, Maître, que c'est qui a fait du temps, mais bon, il semblerait que finalement les choses seraient fin prêt pour que ce gouvernement-là sorte. C'est selon les informations que nous sommes en train d'apprendre. Donc voilà, c'était pour rapprocher les différentes tendances de manière à ce que tout le monde se mette ensemble. Mais alors, semble-t-il, le gouvernement semble aussi bouger, puisque la pression est très forte du côté de l'opposition, qu'il faudrait un autre dialogue, et cette fois-là, le dialogue qui va impliquer tout le monde. Est-ce que vous avez le Bon, ça c'est dans le secret de l'opposition, je ne sais pas, j'entends parler de cela, je viens de Kinshasa aussi, j'en ai entendu parler. Du côté du gouvernement, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que ça aura lieu? Parce que c'est le gouvernement qui organise, qu'il pleuve, qu'il neige, c'est le gouvernement qui organise. Oui, dans tous les cas, c'est le gouvernement qui organise, mais je ne peux pas vous dire si ça aura lieu ou ça n'aura pas lieu. Là, c'est dans les secrets des dirigeants. Des dirigeants. Voilà. C'est ça. Ok, Maître, comme je l'ai dit, là, vous êtes un peu fatigué, la journée était très lourde. Alors, je voulais vous donner une minute
que vous puissiez vous adresser aux Congolais de New York, des États-Unis en général? Bon, aux Congolais de New York et des États-Unis en général, tout ce que nous pouvons dire, c'est que le Congo doit rester uni. Le Congo doit rester uni. Nous devons revenir aux vieilles habitudes. Je crois que le cycle des événements que nous avons vécu depuis un certain temps doit nous rapprocher davantage plutôt que de nous éloigner. Nous sommes un seul peuple, c'est un peuple qui s'aime beaucoup et je pense que l'occasion nous est donnée de faire la preuve et la manifestation de cet amour-là. Nous devons rester, travailler main dans la main pour un seul objectif qui se trouve être la République démocratique du Congo. Et donc, à la communauté des États-Unis, de New York en général, n'hésitez pas à nous approcher si vous pensez qu'il y a des choses auxquelles nous devons participer. En tout cas, nous serons disposés à le faire avec plaisir. Nous sommes des frères. Je crois que vous êtes dans un pays où vous avez la démonstration et l'exemple d'un peuple qui s'aime, le peuple américain. Je n'ai pas vu les Américains s'entre-déchirer comme nous sommes en train de nous entre-déchirer, mais dans tous les cas, c'est pour l'amour du pays, c'est pour l'amour du Congo que cela arrive, mais il ne faut pas que nous restions distraits sur cette ligne-là. On doit se ressaisir à un certain moment, se mettre côte à côte, main dans la main pour qu'on puisse bâtir un Congo fort. Ok, Maître Mokongo, merci beaucoup. Merci du temps que vous avez voulu nous accorder et toutes les bonnes choses. Et c'est moi qui vous remercie. Merci.